La préparation mentale est un élément clé souvent négligé dans la réussite professionnelle, artistique et sportive. Pourtant, c'est un outil puissant qui peut aider à atteindre ses objectifs et à dépasser ses limites. Dans cette série d'épisodes du podcast, nous allons explorer les principaux outils de la préparation mentale avec l'aide d'experts et d'expertes. Nous parlerons de la visualisation, de la gestion du stress, de la concentration, de la motivation et bien plus encore. Ces épisodes ne sont pas seulement utiles pour ceux qui cherchent à réussir dans leur carrière professionnelle, mais pour tous ceux et toutes celles qui cherchent à atteindre leurs objectifs personnels. Nous aborderons également l'importance de se sentir bien dans sa vie quotidienne pour réussir dans tous les aspects de sa vie. Rejoignez-moi dans cette série d'épisodes passionnants et découvrez comment la préparation mentale peut vous aider à atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Bienvenue à toutes et à tous pour un épisode hors série consacré aux outils de la préparation mentale. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir recueillir le témoignage et l'expertise de Magali Barclay, que j'avais eu la chance de recevoir d'un ancien épisode, un vieil épisode maintenant, puisque c'était la saison 1, c'était l'épisode 11. Et Magali, consultante, conférencière et formatrice en communication d'entreprise, a eu la gentillesse de bien vouloir répondre à mon invitation pour venir parler un peu d'un outil qui est la prise de parole en public et que moi, je vois aussi comme un outil pour venir prendre aussi confiance en soi. Salut Magali. Salut Sébastien, merci pour l'invitation et ravi de pouvoir parler d'un sujet que j'adore, la prise de parole en public. Bon, justement, alors du coup, j'invite aussi tous les auditeurs à aller réécouter l'épisode 11 de la saison 1 parce que maintenant, il y a 120 épisodes, donc il faut scroller beaucoup pour aller sur les premiers. Donc du coup, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode qui était très sympa et qui a fait partie en tout cas du démarrage de l'aventure podcast pour moi. Et du coup, on va parler de prise de parole en public. Alors du coup, la prise de parole en public, c'est quoi Magali ? La prise de parole en public, je trouve que la phrase est assez parlante, c'est le fait de s'exprimer, de pouvoir parler devant des personnes, d'exprimer son opinion, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses pensées. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Il y a une fameuse phrase qui dit que après la peur de mourir, la plupart des gens ont peur de parler en public. Voilà. Ah ouais, de toute façon, quand on est mort, on ne peut plus parler. Donc, donc je crois qu'il faut anticiper tout ça et il faut se lancer, parce qu'après, c'est mort. C'est le cas de le dire, voilà. Comme ça, on commence sur une note d'humour plutôt que de tomber. Ah oui. Toujours d'humour, c'est important. Avant de mourir, il faut regarder un sketch. Et ça, puis il faut parler en public. Ok, alors du coup, la prise de parole en public, toi je sais que tu es une experte dans le domaine, tu interviens, tu fais des conférences. Comment tu amènes les gens, déjà quel type de personnes tu es amené à rencontrer qui viennent un petit peu travailler leur prise de parole en public? À qui tu as affaire? Alors les personnes que j'ai des étudiants déjà, parce que je suis enseignante en IUT en prise de parole en public. Donc là, ils sont plutôt jeunes, mais avec des personnalités diverses et variées. J'ai aussi des personnes qui viennent lors de formation et qui ont envie d'améliorer un point particulier de leur prise de parole. Il y en a qui parlent déjà plutôt bien, mais qui, par exemple, ne comprennent pas pourquoi. Des fois, ils disent leur discours à certains types de personnes, ça fonctionne super bien. Et puis, ils le disent à d'autres personnes avec exactement les mêmes mots, la même façon de le dire, et là, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est là que j'interviens pour leur parler de, par exemple, analyse des personnalités. J'utilise aussi de la PNL pour leur montrer qu'effectivement, le même discours ne va pas résonner selon les personnalités qu'on a en face de nous. J'ai aussi des personnes, alors ça arrive quelquefois, mais j'avais une personne qui était un petit peu, on va dire, en politique, qui voulait être prise sur un poste un peu politique et qui m'avait demandé un coaching vraiment particulier. Donc là, c'est plutôt des coachings pour atteindre un but, une prise de parole particulière. Et là, effectivement, on va moins en profondeur, mais on fait ressortir plutôt les forces. Donc, j'analyse déjà, je permets à la personne de faire ressortir ses forces. On a tous déjà des forces. On parle peut-être déjà bien. On a déjà une bonne analyse de la personnalité. On gère déjà notre non-verbal. Voilà. Et j'en fais aussi ressortir quelque part les points à améliorer. Mais quand le temps est court comme ça, on va rester sur quelles sont mes forces. Et j'appuie sur mes forces à fond pour avoir la meilleure prise de parole en public possible. Donc voilà les principales personnes que j'ai en face de moi pour les former sur cette question.
Alors la fameuse question, c'est le fameux pourquoi. Pourquoi, du coup, est-ce aussi important finalement d'accéder finalement à une formation, à des outils qui nous permettent de mieux nous exprimer en public? Bon, en fait, tu vois, je fais aussi un podcast, moi, sur la prise de parole. Et c'était une phrase qui m'était venue une fois et qui résonne vraiment en moi, qui me dit, je trouve que ça devrait être d'utilité publique, en fait, de bien s'exprimer en public. Parce que, en fait, parler, expliquer les choses aux autres, c'est vraiment super important. C'est comme ça qu'on va pouvoir transmettre notre pensée. Et dans toutes les sphères, dans la sphère professionnelle, on a un poste, on a envie d'évoluer. Si on se met pas bien en valeur, mais qu'on a les meilleures compétences, qu'on travaille super bien, c'est pas nous qui allons avoir la promotion. Dans la vie de couple aussi, en général, ça on le vit trop, hein, les incompréhensions du quotidien. Dans les démarches administratives, on voudrait avoir un dossier, on voudrait que notre dossier y passe. Et des fois, on s'y prend pas bien. Sans le faire exprès, on agresse la personne qu'on a en face de nous parce qu'on s'en est pas rendu compte. On était concentré sur notre objectif. Et puis, le dossier, au lieu de passer au-dessus de la pile, il va passer en dessous. Et du coup, on va mettre je sais pas combien de temps à avoir ce dossier qu'on voudrait voir finalisé. Donc, c'est dans ce sens-là où je dis qu'effectivement, ça devrait être d'utilité publique. Et puis, j'en ai pris conscience, je pense, comme beaucoup de gens. Et toute jeune, moi, je suis issue d'une famille antillaise, avec, je dirais, le sens de l'oralité. Mes parents, surtout ma mère, surtout les femmes, sont vraiment sur l'oralité. Ma mère, ma grand-mère, c'était vraiment parler, donner des exemples très imagés. Et moi, en tant que petite fille, j'écoutais beaucoup tout ça. Et je pense que ça m'a vraiment nourrie. On passait vraiment beaucoup plus par l'oral que par l'écrit. Et je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que je fonctionnais aussi comme ça. Vous voyez, des fois, on m'envoie des textos de 10 000 longueurs et c'est vrai que j'ai du mal, moi. Et au bout d'un moment, je vais prendre mon téléphone et je vais envoyer un audio où je veux parler avec la personne. Parce que aussi, j'ai été nourrie comme ça. Mais je me dis que dans la parole, mis à part les mots, on entend aussi la tonalité. On entend d'autres choses, en fait, qui sont perceptibles et qui nous donnent des orientations sur vraiment ce que l'autre pense et ce qu'on transmet à l'autre. Quand on écrit, c'est bien aussi, mais il y a plein de petites subtilités qu'on n'a pas. Voilà pourquoi. Oui, je rebondis sur un des outils que tu utilises, donc du coup la PNL, qui est beaucoup en lien aussi avec du coup les 5 sens, et en fonction en tout cas des sens privilégiés qu'on peut avoir à chacun, on peut aussi, comme tu disais, utiliser des mots qui se ressemblent mais qui n'ont pas forcément le même sens pour les uns et pour les autres, et finalement on n'arrive pas à se comprendre. Du coup, comment tu t'y prends pour amener les personnes que tu peux avoir en coaching ou alors en conférence, pour les aider, utiliser les bons mots pour s'exprimer, pour avoir en face d'eux des personnes qui comprennent là où ils veulent en venir? Mais écoute, en formation, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que c'est le premier module de mes formations, parce que la plupart de mes formations sont en 4 modules. C'est comme les 4 pieds d'une chaise. Le premier pied de la chaise, c'est la connaissance de soi, connaissance de l'autre au travers de la façon dont on communique. Et effectivement, je leur fais faire un test déjà sur le VACOG. Donc, c'est un test avec plusieurs questions qui permettent de déterminer quel est leur canal sensoriel privilégié. Effectivement, on a tous de l'auditif, du visuel, du kinesthésique. Et à l'intérieur du kinesthésique, il y a l'olfactif et le gustatif. Parce qu'effectivement, être à dominante que gustative, ce serait bizarre. Je ne fonctionne qu'avec le goût, je lèche l'écran et tout. Non, ça se fait moins. Donc du coup, c'est les 3 premiers qui ressortent. Et en fait, déjà, ils prennent conscience et ils se disent « Ah oui, c'est vrai que moi, effectivement, les voix des personnes au téléphone, quand on me dit quelque chose, moi, en cours, je retenais tout à la fin du cours quand j'écoutais le prof. » Voilà. Donc là, ça délie déjà les choses parce que plein de gens ne le savent pas. Et quand ils déterminent ça, ils se disent « Ouais, chouette, je comprends maintenant pourquoi je fonctionne comme ça. » Et une fois qu'on a déterminé ça, eh bien, effectivement, on fait des exercices, des jeux de rôle avec, je leur fais ressortir le vocabulaire qu'on utilise le plus souvent. Alors moi, par exemple, je suis à dominante visuelle, hein, ça je le sais depuis toute petite. Je mets des couleurs partout quand j'écris, justement, pour m'y retrouver. Et donc, en général, si je vais dire « Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Sébastien ?» Je vais dire « Est-ce que tu vois ?» Je vais pas dire « Est-ce que tu entends ?» ou « Est-ce que tu sens ?» Donc ça, par exemple, c'est des choses qui peuvent ressortir. La personne... En général, on va pas mettre quelque chose de trop cloisonné, mais qui a dominante auditive dirait « Est-ce que tu entends ce que je te dis ?» Vous voyez, c'est juste une petite... Et il y a tout plein de vocabulaire comme ça qu'on peut utiliser. Et ça veut dire que moi, du coup, si j'utilise qu'un vocabulaire du domaine du visuel, et que toi, Sébastien, t'es visuel comme moi, eh bien,
on va certainement peut-être être plus en connexion. Et je peux peut-être perdre la personne qui est dominante kinesthésique parce que j'utilise que du visuel et qu'elle est pas beaucoup visuelle du coup. Donc, ce que je demande du coup aux personnes que je forme, c'est de prendre conscience de ça et en préparant leur discours, parce que souvent on va préparer ce qu'on va faire comme réunion ou autre, de disséminer du vocabulaire des 3 canaux principaux, donc du visuel, de l'auditif et du kinesthésique. Kinesthésique étant surtout sur les ressentis. Est-ce que tu sens, c'est lourd, c'est léger, c'est froid, c'est chaud. Donc voilà, disséminer tout ce vocabulaire-là, même si c'est pas notre vocabulaire de prédilection, on s'ouvre au vocabulaire des autres. On parle du coup à plus de personnes. Effectivement. Et du coup, ça me fait penser à des expériences rigolotes que je peux avoir. En fait, les jeunes souvent disent maintenant, en fait, tu n'utilises plus les 5 sens, entre guillemets. Ils les utilisent, mais ils utilisent des mots un petit peu différents. Et j'entends souvent te dire, est-ce que tu as compris? Et ils disent, t'as capté? Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça a changé. Ouais. Comme si les gens avaient des antennes. Ouais, c'est ça. Tu captes, tu gobes. Ouais, c'est vrai que le vocabulaire des plus jeunes, c'est... on s'adapte aussi. Hein. Eux aussi, ils ont des tests. Hein. Mon fils, à l'école, est revenu la dernière fois en 6e et le prof leur a fait faire un test de canal sensoriel privilégié adapté à leur âge. Ah oui, c'est rare. Il est dans une école publique? Une école privée, ouais. Une école privée. Et, parce que ça me parle pas trop dans les écoles publiques. C'est assez rare. Mais j'étais contente. Bon, bah, super. Alors, donc du coup, on a fait un petit peu, je pense qu'on a fait un peu le tour, en tout cas, on a compris ce que c'était. Comment, donc si on veut le lier un petit peu avec la prise de confiance en soi, comment la prise de parole et ce genre de formation peut venir aider les gens du coup à acquérir une plus grande confiance en eux, oser, j'ai envie de dire, c'est un peu le mot que j'utilise souvent dans le podcast, oser. Et du coup, comment la prise de parole peut permettre d'oser, selon toi? Mais écoute, pour moi, la prise de parole est vraiment aider à gagner confiance en soi. Je vais donner peut-être l'exemple d'une personne, parce qu'elle m'a marqué, et à tel point, je pense que je vais parler d'elle dans ma conférence. Je l'ai formée, donc elle faisait partie d'un groupe, on était 5, et elle avait envie justement de bien parler en public, mais elle était complètement bloquée. Et donc elle m'avait dit, même dans la rue, j'ai du mal à aborder les personnes. Alors elle n'avait pas 20 ans, elle avait plutôt fin de cinquantaine. Donc du coup au début, on a commencé la formation par connaissance de soi, connaissance des autres, gestion du stress, gestion des émotions. Elle écoutait. Elle prenait l'information, mais elle voulait pas faire les exercices. Et puis, il y a eu un exercice où j'ai demandé à chacun de choisir un thème et de s'exprimer avec ce qu'on avait déjà vu, en essayant de prendre en compte, justement, de disséminer du vocabulaire différent sur la connaissance des autres. Et là, elle dit, je vais essayer. Elle a essayé. Elle avait pris un thème un petit peu plombant, puisqu'elle avait choisi de parler de la Covid et le masque. Donc, elle était mal à l'aise, elle était à moitié bloquée dans ce qu'elle disait. Les personnes qui la regardaient aussi, parce qu'il y en avait qui étaient trop... Oui, ça divisait déjà, le sujet déjà divisait, donc c'était une ambiance très bizarre. Et puis, tout d'un coup, je lui ai dit, écoute, allez, parle-nous de ta passion, puisque tu m'avais dit que tu adorais le jardinage et les fleurs. Et sans qu'elle s'en rende compte, elle a été passionnante. Tout d'un coup, elle s'est lâchée, commencé à vraiment parler de ce qui lui plaisait, et elle a été vraiment passionnante. Donc, ça lui a donné confiance en elle. Elle était à la fin sur un petit nuage parce qu'elle a eu le retour de tout le groupe qui lui a dit « Mais c'était super en fait. Mais si tu t'exprimes bien, tu penses que tu t'exprimes pas, mais tu t'exprimes bien en fait. » Donc, il fallait juste qu'elle accepte d'être elle-même. Je pense que c'est une femme qui avait été très conditionnée dans son enfance, dans son éducation, sur la façon dont on parle, le machin et tout ça. Et là, elle a été elle-même et elle a parlé d'un sujet déjà qui lui tenait super à cœur. On était dans le non-jugement, on accueillait ce qu'elle nous disait, on lui posait des questions, on la mitraillait de questions pour chanter son mental. Puisqu'elle, normalement, dans son mental, elle était sur « je suis pas bonne ». Sauf que là, nous, on était super intéressés, on posait tous plein de questions. Et elle est repartie de là avec vraiment l'envie de continuer. Alors là, c'était une formation courte. Donc, je dirais qu'il faudrait solidifier les acquis. On dit qu'en général, il faut 21 jours pour que le cerveau change ses habitudes ou change peut-être ses croyances limitantes. Parce qu'elle, c'était vraiment une croyance limitante. Mais voilà comment, par cet exemple-là, en tout cas, je pourrais te dire comment est-ce que ça peut faire gagner confiance en soi. Voilà. Donc, du coup, on pourrait conseiller aux auditeurs qui nous écoutent, finalement, pour s'entraîner à oser parler aux gens, c'est de commencer par parler de ce qu'ils maîtrisent, ce qu'ils aiment, leur passion, et
Et déjà, là où ils sentent qu'ils ont une compétence et une plus-value. Tout à fait. Ouais. Moi, dans toutes les formations que je fais faire une carte d'identité d'orateur où je fais ressortir les forces des personnes. Et je leur dis, mais déjà, appuyez sur vos forces. Voilà. Et donc, elle était passionnante parce que déjà, elle avait une super connaissance des fleurs. Et oui, déjà, en appuyant sur ce qu'elle connaît, sur ce qu'elle maîtrisait, déjà, elle était en zone connue. Et elle pouvait faire un petit pas vers la zone inconnue qui est parler à des personnes de ce que j'aime, alors que d'habitude, j'ose même pas parler à une passante dans la rue. Donc, elle est sortie de sa zone de confort sans s'en rendre compte. Elle a vu que ça faisait pas mal, qu'au contraire, du coup, les gens, ils appréciaient. Et donc, je pense que la prochaine fois, ça donne qu'envie de recommencer. Ok. Allez, pour terminer ce petit épisode un petit peu éducatif sur la prise de parole en public, est-ce que tu aurais un petit exercice à proposer aux auditeurs qui pourraient faire chez eux, déjà pour essayer de s'entraîner à quelque chose? Alors, un exercice qu'ils pourraient faire pour s'entraîner à quelque chose qui est lié à la confiance en soi, peut-être, alors du coup. Oui, qui a un lien, ouais. Alors, je dirais peut-être de se regarder dans une glace et de se faire sa propre présentation. Parce qu'en se regardant dans la glace, on voit notre non-verbal, on voit la façon dont on parle, c'est notre image. Et puis, avoir confiance en soi, je dirais, c'est aussi accepter son image, la façon dont on est, voilà. Ça, pour les femmes, c'est maquillé, pas maquillé. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais déjà, accepter comme on est, déjà, voilà. Et puis, accepter notre voix. Je sais qu'au tout début, souvent, il y a des gens qui disent « j'aime pas ma voix » et tout ça. Mais en se faisant face à une glace, voilà, c'est à toi que je parle. C'est toi, mais toi, je t'aime. C'est mon image. Du coup, on se dit « moi, je m'aime ». Et on s'entraîne et on se dit des choses. Et plus on est à l'aise avec notre image, je dirais, plus on aura confiance en nous. Et puis, en même temps, on va progresser. Bon, on va tous acquérir un miroir magique, comme dans La Belle au Bois dormant, je crois. C'est La Belle au Bois dormant. C'est miroir magique. Miroir, dis-moi qui est la plus belle. Bon, voilà. Écoute, Magali, merci beaucoup pour toutes ces informations sur la prise de parole en public. Est-ce que, avec plaisir, si des auditeurs veulent compléter les informations que tu as pu nous donner, où est-ce qu'ils peuvent te contacter, te joindre pour des questions éventuelles? Écoutez, sur mon activité de formatrice en prise de parole en public, sur mon site internet, il y a toutes mes coordonnées. Donc, mon site, c'est www.chrysalide, comme la chrysalide d'un papillon, -cfc.com. Et par email aussi, ils peuvent m'envoyer un email sur mb, donc Magali Barclay, @chrysalide-cfc.com. Super. Écoute, merci Magali pour ce premier épisode pour aller, en tout cas, découvrir des outils qui peuvent aider, en tout cas dans le cadre de la préparation mentale, à la prise de confiance et à d'autres déterminants de la performance. Et merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci à toi Sébastien. À bientôt. J'espère que cet épisode sur cette technique de préparation mentale t'a intéressé avec notre expert du jour. Si tu veux encore plus d'informations sur les outils de la préparation mentale, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute et pour ne rater aucune information, inscris-toi à ma newsletter parlonsdevotremental.kessel.media.